à tous, bienvenue au premier webinaire, sur la réduction des micropolluants dans l'eau. Donc ce premier webinaire, organisé par Hydreos, donc pôle de la filière de l'eau dans le Grand Est, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, va s'atteler à, détailler la pollution plastique qui est émise, au niveau des cours d'eau, qui abondent dans le Grand Est notamment, mais aussi sur tout le territoire de la France et qui, contamine, nos océans, aussi bien la faune que la flore. Donc au programme de cette journée, on va commencer, par un bilan de l'enquête, qui a été, envoyé à toutes les collectivités du Grand Est et on a obtenu, un retour de 64 d'entre elles. S'ensuivra la présentation de la charte Fleuves sans plastique par Martin Alessandrini de la fondation Tara Océan. Puis ensuite vous seront présentées, 3 solutions innovantes pour lutter contre la pollution plastique de l'eau. La première via un robot nettoyeur, présenté par, David Bourcard, de la société H2OP. Ensuite, la seconde, vous présentera, l'utilité des filets de rétention des déchets et notamment des déchets plastiques, via des capteurs intelligents, pour, le relevage, par Isabelle Gérent, de Green City Organisation. Et la troisième technologie, vous présentera, une possibilité de valoriser les déchets plastiques collectés, au sein des collectivités pour les transformer en source d'énergie et notamment en carburant. Donc, cette technologie Chrysalis vous sera présentée par François Danel de la société Earthwake. Donc le bilan de l'enquête qui a été menée auprès des collectivités du Grand Est, donc comme je vous l'ai dit, 64 collectivités ont répondu à cette enquête. Vous voyez, la localisation des répondants sur la carte du Grand Est sur la droite de la diapositive, avec une majorité des collectivités répondantes présentes, dans, la région Alsace, dans le côté Alsace de la région Grand Est. Ensuite, en une proportion plutôt modérée, des collectivités répondantes du côté de la Lorraine et enfin en Champagne-Ardenne, un faible nombre de réponses a été obtenu. Alors on a posé la question de quelle était la sensibilité des collectivités du Grand Est par rapport à la pollution plastique, quel était leur niveau de connaissance, de compréhension de cette pollution plastique sur les cours d'eau. Et dans la majorité des cas, ressortent des couleurs rouges et orangées sur la carte, ce qui veut dire que la compréhension, la sensibilité, des collectivités est plutôt, modérée par rapport à cette, pollution de la ressource en eau liée à l'émission de plastique sur leur territoire. Une des autres questions qui a été soulevée lors de l'enquête était d'avoir leur ressenti par rapport aux activités qui pourraient contribuer le plus au rejet plastique dans l'eau sur l'échelle de leur territoire. Donc la principale activité d'après les collectivités répondantes, qui émet largement des plastiques dans l'eau, ce sont les activités domestiques, suivies du trafic routier et des activités industrielles. Alors le trafic routier, notamment par, l'abrasion des pneus, les activités industrielles par rapport aux quantités de déchets certainement qu'elles peuvent émettre et les activités domestiques par rapport, au tri ou aux déchets sauvages qui peuvent, heu, être faits, sur le territoire des collectivités répondantes. Sur cette enquête, on a aussi, voulu situer quelle était, leur appréhension au niveau du risque, que les plastiques présents dans l'eau pouvaient représenter pour, d'une part, le milieu aquatique, donc sur la gauche de votre écran, et d'autre part, pour la santé humaine. Donc la majorité des collectivités répondantes ont, pleine conscience que, la pollution plastique des cours d'eau représente un danger, un risque très important pour le milieu aquatique, mais aussi un risque très important pour la santé humaine. Donc c'est déjà une très bonne position, une très bonne appréhension du problème lié à la pollution plastique des cours d'eau sur leur territoire et du coup, ça va pouvoir permettre d'engager des actions par la suite. Alors ensuite, a été posée la question de l'efficacité d'élimination des plastiques dans les stations d'épuration.
Alors majoritairement, les collectivités se positionnent sur une élimination partielle des plastiques par les stations d'épuration qui sont présentes sur leur site. Ensuite, certaines pensent qu'aucun plastique n'est éliminé lors du processus d'épuration des eaux et un très faible nombre pensent que les plastiques sont complètement éliminés ou ne se positionnent pas. Mais en fait, les stations d'épuration, il faut savoir que ce sont des maillons clés pour capter la pollution plastique et notamment, les petites particules, donc de taille micrométrique ou nanométrique, donc qu'on appelle respectivement des microplastiques ou des nanoplastiques. Et ces petites particules sont émises dans l'eau, heu, lors, par exemple, du lavage des vêtements par des lave-linges, avec l'abrasion de fibres textiles, des textiles synthétiques évidemment, donc issus de la pétrochimie. On retrouve aussi des petites particules via les produits cosmétiques utilisés, puisqu'il faut savoir que dans les cosmétiques, les colorants ou des fragrances, sont encapsulés, dans des capsules de plastique pour, libérer, les parfums ou le colorant, à des moments bien précis et donc une partie se retrouve dans le réseau des eaux usées et ensuite, au niveau du pluvial, l'abrasion des pneus. Alors, il y a quelques études récentes qui ont fait remonter qu'a priori, il y aurait une très bonne rétention de ce qu'on appelle les nanoparticules de plastique, donc des particules de plastique de taille nanométrique, dans notamment les processus d'épuration biologique des stations d'épuration, donc dans les boues activées. Je vous ai mis, si vous souhaitez le lire par la suite, un article récent donc qui a été, fait par, l'École fédérale polytechnique de Zurich et l'Institut de l'eau, suisse. Alors, une fois qu'on avait, pu positionner le niveau de sensibilité des collectivités face à cette pollution plastique, de la ressource en eau, on, leur a posé la question sur, est-ce qu'elles ont déjà mis en place des actions à l'échelle de leur territoire pour lutter contre les plastiques? Donc majoritairement, pour plus de la moitié d'entre elles, aucune n'a engagé d'action, par rapport à cette pollution plastique de la ressource en eau. Néanmoins, une proportion quand même considérable s'est mobilisée autour soit de la mise en place de solutions, d'actions de mobilisation ou d'actions de sensibilisation, voire même de diagnostic ou d'identification de ces pollutions plastiques. Alors, pour ce qui concerne les solutions, donc plusieurs ont été recensées, notamment l'installation de traitements complémentaires, donc traitements tertiaires, dans les stations d'épuration. La mise en place de filets de macrodéchets sur les eaux potables, les eaux pluviales, pardon, excusez-moi. Donc en fait, ces filets, vous avez une illustration sur la gauche de la diapositive. Ils vont piéger tout type de polluants solides avec une certaine taille pour ne pas passer à travers les mailles et ils sont de nature variée, ça peut être des plastiques, du verre, du métal et donc ça va être, un moyen de limiter l'introduction, l'entrée de plastique dans le réseau d'eau pluviale ou d'eau usée, et donc après de limiter la pollution, émise, du territoire, du continuum terre-mer jusqu'à la mer. Et enfin, il y a certaines collectivités qui ont fait remonter qu'elles ont mis, en place sur, leur territoire, une distribution de sacs de courses en fibres naturelles pour, limiter justement, les sacs plastiques réutilisables, distribués par les centres commerciaux. Certaines collectivités ont engagé des journées de mobilisation, notamment des journées de nettoyage des berges des cours d'eau. Donc, il y en a de nombreuses, qui sont déployées chaque année, dans le Grand Est et d'autres se sont mobilisées en mettant en place des défis ou des jeux auprès de leurs concitoyens. Donc vous avez par exemple, le défi, famille zéro déchet, porté par Ardennes Métropole et ici le zéro déchet, je relève le défi, porté par la métropole du Grand Nancy qui a eu lieu, l'année dernière, de septembre à décembre 2021. Donc pour, cet exemple-là de mobilisation, j'y ai moi-même participé, dans le cadre de la famille
et nos enfants ont reçu, par exemple, des badges, pour les féliciter, du tri, et des zéro déchet plastique qu'ils avaient émis, badge chevalier du tri et un jeu, distribué donc par la métropole du Grand Nancy, sur des moulages en plâtre. Enfin, une troisième action possible, mise en place, par les collectivités et remontée lors de l'enquête, concerne des actions de sensibilisation, donc soit via distribution de flyers avec des consignes de tri auprès des habitants de la commune, soit via, des panneaux d'affichage et de sensibilisation, à grande échelle sur leur territoire, mais aussi l'utilisation de nudge. Donc vous voyez ici, vous avez une illustration de ce qu'est un nudge, notamment appliqué à la protection de la ressource en eau. Donc les nudges, ce sont des outils qui permettent d'orienter le comportement du citoyen dans une bonne direction, en utilisant à la fois des biais cognitifs, mais aussi émotionnels. Et par exemple, ici, le nudge, il permet de limiter tout type de pollution, que ce soit des mégots, que ça soit des déchets plastiques, des canettes qui vont être libérés dans les égouts. Voilà, les grandes réponses, qui ont été apportées au questionnaire, et à l'enquête menée auprès des collectivités du Grand Est. Je vous remercie pour, votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, pour répondre à vos questions, vous pouvez soit lever la main dans le petit icône réaction si vous y avez accès, soit écrire, votre question sur, l'onglet conversation de cet outil Teams. Merci. Alors, on a une question de Julien Perry, donc je vais vous passer la parole. Normalement, vous pouvez activer votre micro et votre caméra maintenant, Julien. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour, très bien. Excusez-moi, c'est un peu bruyant, il y a des travaux dehors. Donc Julien Perry, droit international. Merci pour la présentation. J'avais peut-être quelques petites questions, à propos de la classification des plastiques, puisque j'ai vu quelques éléments. Est-ce qu'on sait aujourd'hui faire la qualification et la quantification des flux de microplastiques en fonction de taille ou de granulométrie? Et par sourçage, si je peux me permettre de parler comme ça, puisque j'ai vu qu'il y avait une partie microplastique qui était liée aux eaux usées, les eaux de lavage, ça fait notamment malheureusement la une là sur les fibres de textiles et cetera. Mais aussi, un élément important, qui est les eaux de ruissellement de surface, en particulier des voiries, avec l'abrasion des pneus et autres. Alors j'ai une casquette AFNOR, on travaille dessus avec certains autres dans le groupe Hydreos. Hem Et je voulais savoir si aujourd'hui on a, heu, une classification ou alors une orientation sur ces flux pour peut-être aider, les utilisateurs, collectivités à savoir quels outils éventuellement appliquer en réduction. Et je voulais juste préciser aussi qu'il y a un petit, guide du CEREMA qui est très bien fait sur le contrôle des microplastiques, qui cite les solutions parce qu'on a commencé au départ avec les rejets en mer. Alors dans l'est, on est un peu moins impacté, mais voilà, heu, il y a aussi les milieux naturels. Donc c'était Merci juste pour savoir Julien. le sourcing, pardon, excusez-moi. Oui, oui, merci Julien pour, bah, tout d'abord pour, votre question, votre participation et puis aussi pour, le conseil, de l'accès au guide, mis en place par le CEREMA sur la limitation, des microplastiques dans l'environnement. Alors pour le coup, pour, les différentes classifications des plastiques et l'identification des différentes sources d'émissions, si je résume bien votre question, moi, à l'heure actuelle, dans ce que j'ai lu et la documentation que j'ai suivie, je n'en ai pas connaissance. Après, peut-être que, mon collègue Martin Alessandrini de la fondation Tara, qui, donc a mené des missions scientifiques, sur, justement, l'identification et la quantification des plastiques avec, des tailles, des granulométries différentes, pourra vous répondre dans la suite de son intervention.
Je ne sais pas si, ont été développés des diagnostics spécifiques en fonction de la voie d'émission. À savoir, est-ce qu'il y a des diagnostics, des identifications de particules, plastiques uniquement émises, sur la voirie, notamment les pneus, tout ce qui est pneumatique et après tout ce qui peut être émis, du côté fibre textile. Je sais qu'il y a des techniques de pièges spécifiques pour les filtres, les fibres, synthétiques avec, notamment, des particules, d'or. Mais ce sont des identifications qui coûtent très cher. Après, est-ce qu'il y a une importance massive, à déterminer la voie d'émission? Certainement pour prioriser les leviers d'action, à actionner. Voilà, je peux pas plus répondre pour l'instant à ces différentes questions, mais qui sont de grand intérêt. Et du coup, je vais laisser, je pense, la parole à Martin Alessandrini qui va présenter, la mission scientifique sur les microplastiques qu'a menée la Fondation Tara, par rapport à ces questions de granulométrie et de réservoirs, de sources, pardon, d'émissions. Merci Julien. Et donc, Martin, je te laisse prendre la parole. Ouais. Hop, si je contrôle, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous permettre de nous exprimer, dans ce webinaire. Donc je suis Martin Alessandrini, je travaille à la fondation, Tara Océan en tant que chargé de mission, plaidoyer et coopération internationale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la fondation Tara Océan, c'est une fondation, reconnue d'utilité publique, la première reconnue d'utilité publique, dédiée à l'océan, en France et son objectif, c'est un objectif à la fois de production, scientifique, et de partage de cette connaissance scientifique, à travers le reste, de la société et donc cette production, de connaissances scientifiques, elle se fait sur cette goélette, ce bateau que vous pouvez voir, donc la Tara, qui est actuellement en mer Australe, en océan Austral et qui arrivera prochainement en Afrique du Sud. Donc on a, 3 programmes de recherche. Initialement, Tara a été créé pour étudier plutôt, le climat en faisant des dérives arctiques. C'est pour ça qu'il a cette forme, assez spéciale. Puis il a été créé, des programmes de recherche sur la biodiversité marine et notamment un axe d'étude qui fait notre spécificité chez Tara, c'est, l'étude, du microbiome marin, donc tout ce qui est microscopique dans l'océan. Donc les microalgues, le petit zooplancton, les virus et les bactéries qui ont un rôle en fait clé dans la régulation du climat. Et donc en étudiant et en réalisant des filtrations pour, pouvoir étudier ces organismes, la thématique de la pollution plastique est revenue, très tôt parce que, elle est aujourd'hui, indissociable en fait, de quelconque échelle de l'écosystème donc ça nous a poussé à produire du contenu scientifique dédié à la pollution plastique et notamment à la pollution microplastique. Donc ce contenu assez, innovant, il a été publié dans plus de 250 publications dans des revues, de renom comme Science ou Cell. Ça nous a permis de faire, nous, un catalogue, en fait, exhaustif, du plancton à l'échelle internationale, de son rôle, des gènes qu'on observe qui sont les gènes sont la fonction, en fait, des écosystèmes, donc quel est leur rôle dans les écosystèmes et dans la régulation du climat et donc d'avoir une connaissance sur un monde qui nous était encore totalement inconnu. Donc notre mission, c'est à la fois l'organisation de ces expéditions, qu'on couple avec un gros programme de recherche qui est fait avec des laboratoires de renom internationaux comme le CNRS, le MIT, la NASA, le laboratoire européen de biologie moléculaire, et cetera, dépendant de la thématique, d'investigation. Et ensuite de diffuser cette connaissance scientifique avec de la sensibilisation et de l'éducation, donc auprès de public qui sera présent, lors de nos différentes escales, mais aussi en France avec des activités, plus pérennes, tout au long de l'année. Des programmes de coopération et développement pour intégrer les laboratoires locaux des pays où on passe dans nos programmes de recherche et dans l'analyse des résultats qui vont suivre. Et enfin, une thématique de plaidoyer, c'est-à-dire de dialogue avec, les entreprises, mais aussi avec, les pouvoirs publics, les décideurs politiques et cetera, pour, qu'ils puissent avoir accès à une information, récente et de qualité pour aider à la prise de décision.
Donc, plus en lien avec notre thématique du jour, on a créé en 2019 une mission qui s'appelle la mission Microplastique 2019 et donc, comme le posait, la question monsieur Ferry, l'objectif était en effet de comprendre, le passage des microplastiques de la terre via les fleuves jusqu'à l'océan et donc de voir s'il était possible, de pouvoir attester de l'origine, de ces microplastiques, qu'on retrouve dans les sphères, enfin dans l'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné 9 des principaux fleuves, européens, depuis, le nord de l'Angleterre, toute la façade atlantique et la Manche, puis le tour de l'Espagne et la façade Méditerranée jusqu'en Italie. On a travaillé avec 40 laboratoires, 10 laboratoires scientifiques différents et 40 scientifiques qui sont actuellement encore en train de travailler sur les échantillons prélevés. Donc les objectifs, c'était d'identifier ces sources de pollution, de prédire le devenir du plastique en mer, sa dispersion une fois arrivé, depuis le fleuve vers la mer, d'évaluer l'impact de ces plastiques sur la biodiversité, marine, mais aussi donc sur la biodiversité aquatique, dans les fleuves et proposer l'adoption de mesures à terre en lien avec les constats ou les résultats qui vont, sortir de cette mission. Aujourd'hui, le temps de la science est toujours un peu long. Donc en fait, ce qui il ressort qu'on n'a pas actuellement de capacité à, identifier une provenance pour un microplastique donné. Donc une microparticule de PET qu'on va retrouver dans le fleuve, on ne peut pas savoir si elle a été utilisée pour tel usage ou pour un autre. Donc ça, ce sera un objectif des publications. On espère qu'elles vont sortir, si ce n'est cette année, au moins l'année prochaine. Mais en revanche, il y a des constats qui ont été faits sur les différents points de prélèvement. C'est d'abord une omniprésence des microplastiques, dans les fleuves européens, à la fois dans tous les fleuves, mais aussi dans tous les lieux de prélèvement des fleuves. Donc on a prélevé en amont et en aval, de zones urbaines sur les différents fleuves et même en amont, on retrouve des pollutions microplastiques. Donc ça veut dire qu'en fait, le processus de fragmentation des microplastiques, il n'a pas seulement lieu dans l'océan, c'était bien connu, du fait des UV, d'un milieu qui est assez hostile pour le plastique, une dégradation, au moins mécanique qui se fait très rapidement. Mais en fait, en amont, déjà dans l'eau, il y a un processus de fragmentation dans les fleuves et même un processus de fragmentation à terre par l'usure, des différents, plastiques, même encore en utilisation, qui crée un flux de microplastiques qui arrive directement dans les fleuves. Et enfin, un résultat un peu plus problématique, parce que ça veut dire que si on s'intéresse aux microplastiques, il faut s'intéresser à tout ce qui va venir avec. Les microplastiques agissent un peu comme des éponges à polluants, donc captent tout ce qui peut se retrouver dans les eaux à proximité d'eux. Donc, quand ils entrent en contact avec un micro-organisme qui peut les ingérer, il va y avoir un double effet à la fois du plastique et des polluants qu'il va apporter avec. Donc, ça nous a amené à prendre des actions à terre. 80 des plastiques qu'on retrouve en mer, sont des plastiques, qui ont été émis à terre et aujourd'hui, on essaye donc de promouvoir des actions, notamment de réduction et de passage évidemment s'il y a un objectif de réduction, de passage à une recircularisation de l'économie et de notre usage des plastiques qui de toute façon ne vont pas disparaître, demain. Ils ont des avantages, évidents donc une recircularisation au moins de leur utilisation, sachant qu'aujourd'hui 75 des plastiques, qui sont collectés soit, incinérés avec ou sans valorisation énergétique et enfouis. Donc ce plaidoyer, ce message, on le porte aussi, suite à la mission microplastique avec une charte, qui est la charte, «Mon territoire s'engage, rivières et fleuves sans plastique, océans protégés», qui s'adresse, aux communes et aux intercommunalités qui sont, à la fois un levier d'action très intéressant car, leur proximité de terrain leur permet d'avoir, d'abord un contact privilégié avec les citoyens et également une connaissance, du terrain et des pollutions qu'on peut y retrouver. Donc, cette, charte, elle a été créée par la Fondation Tara Océan, CNR, Compagnie nationale du Rhône, qui était partenaire de la mission microplastique, et IAGF, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui est une think tank sur la préservation des ressources en eau et notamment des fleuves, mondiaux. Et au sein de comités de pilotage, nous ont rejoint des acteurs, qui peuvent nous aider dans la diffusion et l'adresse, aux différentes communes,
qui sont donc l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, des associations d'élus avec l'AMF et la PVF, et également Voies navigables de France. Donc, l'objectif de cette charte, c'est d'abord de faciliter l'accès et d'appliquer les obligations réglementaires aujourd'hui en vigueur, d'identifier les flux territoriaux de plastique et les sources négligées de pollution pour pouvoir agir dessus, et de construire ensemble des solutions applicables sur le terrain. Donc c'est une charte qui a été lancée lors des municipales de 2020. Donc c'est pour ça que ça coïncidait avec le retour de cette mission microplastique. Et aujourd'hui, on a près de 180 élus, à la fois de villages comme de métropoles, qui ont rejoint cette charte. Donc, nous, Tara, qu'est-ce qu'on on contribue à cette charte avec la production d'outils. D'abord des outils qui permettent aux maires et élus d'intercommunalité de disposer d'outils pertinents pour à parler de cette pollution microplastique, qui est une thématique assez complexe parfois à aborder avec les citoyens. Donc, on a produit un kit pédagogique qu'on avait développé lors de notre mission microplastique et qu'on avait testé lors des escales avec les visiteurs qui pouvaient venir sur la goélette. Aujourd'hui, on essaye d'en mettre petit à petit à disposition dans le cadre de la charte. Elle est en vente, sinon elle était déjà en vente au sein de la Fondation Tara, mais on essaye de les diffuser petit à petit au fur et à mesure que nous obtenons des financements dans cette charte fleuve. Et donc, elle est proposée aux élus avec une mallette pédagogique qui contient des petits jeux pédagogiques sur l'origine du plastique, quel impact sur la biodiversité et quelles solutions. C'est important d'avoir des solutions à proposer, notamment quand on s'adresse aux enfants, afin que le contenu ne soit pas trop anxiogène. Et une exposition et un documentaire, et le tout est accompagné d'une formation pour des médiateurs. Mais le message qu'on pousse aussi dans cette charte, c'est que la «sensibilisation» entre guillemets ne suffit pas. Il y a aussi un besoin de prise d'action parce que les communes et intercommunalités ont des compétences qui leur permettent de prendre des actions qui peuvent s'avérer efficaces. Il y en a beaucoup qui les prennent déjà. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une charte qui puisse les mettre en relation pour qu'elles puissent échanger sur les actions qu'elles prennent déjà. Mais on a produit également un guide de bonnes pratiques qui permet, petit 1, de clarifier le contexte légal, qui est extrêmement mouvant, cette thématique des plastiques, pour avoir un accès clair aux informations, aux dernières informations en date. De proposer des dispositions que les communes et les EPCI peuvent légalement prendre au vu de leurs compétences légales, et pour les acteurs du territoire qui vont sortir un peu de leur domaine de compétences, de proposer des initiatives pour les mobiliser. Donc ce guide, il est pas du tout limité aux simples signataires de la charte. Il est disponible sur le site de la charte fleuve pour tout le monde au format PDF. Néanmoins, si vous souhaitez rejoindre la charte, elle est heu, consultable sur le site de la charte fleuve sans plastique. C'est une charte qui a en fait un caractère non engageant et plutôt personnel du fait de son contexte de création, puisqu'il a été créé pour des candidats initialement pour les élections municipales de 2020. Et donc aujourd'hui, un maire peut signer la charte personnellement, mais on propose quand même de l'adopter par délibération en conseil municipal pour renforcer évidemment son adoption au sein de la commune. Et ensuite, on demande, pour augmenter cette communauté de pratiques, de diffuser la charte dans votre intercommunalité, et de déployer vos actions sur votre commune. Nous, notre objectif ensuite, au sein de la charte, les animateurs de la charte, ça va être d'organiser, d'abord des reportings pour que nous, on sache quelles actions ont été mises en place, mais également une mise en commun, via des webinaires, des mises en avant des actions des communes sur notre site, pour que également les communes puissent se renseigner sur des communes qui mettraient les mêmes actions en place pour pouvoir partager notamment les freins et les leviers qui peuvent être pertinents, et également des temps d'échange au cours de l'année. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je peux évidemment y répondre maintenant, ou si elles viennent plus tard, vous pouvez prendre également mon mail pour me les envoyer. Merci beaucoup. Merci Martin pour ta présentation de la charte fleuve sans plastique. Alors, on a une question dans le chat, mais je ne sais pas si cette personne veut prendre la parole, donc du coup, je vais la poser. Est-ce que tu saurais décrire quels procédés ont été utilisés pour le prélèvement et l'analyse
des microplastiques dans le cadre de la mission 2019, sachant apparemment qu'il n'y a pas de normes sur les prélèvements et l'analyse des microplastiques actuellement. Ouais, exactement, il y a pas de normes sur l'analyse des microplastiques, à l'inverse de, par exemple, de protocoles OSPAR qui commencent à émerger, à l'échelle européenne. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit des protocoles scientifiques avec les laboratoires partenaires. C'est des protocoles qui sont à la fois sur, la quantification des microplastiques. On utilise, ce qu'on appelle, en mer et au début des fleuves, des bouteilles Niskin. C'est les bouteilles que vous voyez là sur les photos. Des bouteilles qui nous permettent donc de récupérer de l'eau, en différentes profondeurs et ensuite on va les filtrer sur le bateau. Et sinon, on utilise également ce qu'on appelle des filets manta, qui sont des filets qui dérivent à l'arrière du bateau ou à l'arrière d'un zodiac plus en amont des fleuves, là où le bateau ne passait plus. Et ensuite, on fait des prélèvements. Sur l'impact sur la biodiversité, on a utilisé des moules notamment comme bioindicateurs de l'impact de la pollution plastique. Les protocoles ne sont pas harmonisés encore à l'échelle, enfin, il n'y a pas de protocole de référence. Donc ce qu'on est en train de faire, et c'est le premier papier qui sortira, normalement cette année, sur la thématique sur cette mission microplastique, c'est un white paper, donc un papier de protocole qui permettra en fait de fournir un protocole de référence, on l'espère. Mais en tout cas, la publication à venir est une publication sur le protocole, utilisé lors de la mission microplastique. Merci Martin pour la réponse apportée. Alors on a une question de Félix Massa qui a levé la main. Donc Félix Massa, je vous ai donné la possibilité d'allumer votre caméra et votre micro. Oui, bonjour à tous. Simplement pour vous dire, puisqu'on est un laboratoire qui commenceront à faire l'analyse des microplastiques, donc il faut savoir qu'au niveau de la normalisation, donc au niveau de l'ISO, il y a la 16094-123 qui en fait qui sont en train d'être étudiées. Alors il y en a une qui concerne l'échantillonnage. La deuxième norme va concerner un petit peu les méthodes analytiques. Alors, pour les méthodes analytiques, pour analyser les microplastiques, on a plusieurs choix. Le FTIR, donc c'est de l'infrarouge à la transformée de Fourier qui permet en définitive d'estimer la quantité des microplastiques, c'est-à-dire par leur nombre, également par la taille, puisque les microplastiques, c'est de 10 microns à 5 mm, et en définitive, le polymère. Donc en fait, il va exister une norme française pour l'analyse des eaux minérales, des eaux pharmaceutiques et également des eaux potables, entre guillemets, qui va sortir à la fin de l'année et qui précise un petit peu toutes les conditions à satisfaire pour en fait ne pas donner des faux négatifs ou des faux positifs. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, comme il n'y avait pas de normalisation, ça va être réglé dans très peu de temps. Il faut savoir aussi que la nouvelle directive cadre sur l'eau potable introduit la notion de microplastique. Donc effectivement, la difficulté est également dans la façon de prélever, puisqu'en fait, on peut aussi contaminer les échantillons. Donc là, effectivement, dans ce que j'ai déjà vu, donc les quantités sont relativement importantes, mais il faut savoir que dans les eaux minérales, on trouve très très peu de microplastiques. Donc voilà, pour vous dire qu'en fait, c'est en évolution et effectivement, sur les définitions de microplastiques, nanoplastiques, je pense qu'on va arriver à un consensus. Et si vous voulez, vous pourrez regarder ces normes-là au niveau de l'ISO. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Massa. Donc on a bien noté et on recommuniquera. Donc si j'ai bien compris, c'est la norme ISO 16094-123, donc qui concerne tout l'échantillonnage et les méthodes d'analyse par FTIR des microplastiques entre 10 microns et 5 mm. Donc on la remettra dans le compte rendu de ce webinaire. Je vous remercie pour votre intervention. J'ai vu une seconde main se lever de Maxime Pommiès, je pense.
Ou alors Maxime a baissé la main. Il y a plusieurs questions dans le chat aussi. Oui, tout à fait. Bah, vas-y, Martin, tu Ouais, peux je vais les prendre un tu peux le peu dans faire. l'ordre alors. Oui. Philippe Ricourt qui me demande si on travaille avec l'association Surfrider. Pas sur pas sur la charte fleuve, on travaille avec eux sur d'autres thématiques liées au plastique évidemment, mais plutôt en tant que Fondation Tara à côté. On est dans un réseau qui s'appelle le réseau BIMED, Beyond Plastique Méditerranée, qui est un réseau qui permet d'accompagner des micro-initiatives de lutte contre les pollutions plastiques autour du bassin méditerranéen. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille avec eux, mais pas dans le cadre de la charte. Est-ce qu'il est prévu que la charte soit diffusée et signée également dans d'autres pays? Alors, non, pas pour le moment, parce que déjà, entre guillemets, 180 villes, c'est beaucoup à accompagner pour nous, mais c'est encore pas beaucoup à l'échelle française. Et puis, je pense surtout que ce qui fait la qualité de l'accompagnement, c'est la spécificité du public qu'on adresse. Et en l'occurrence, les compétences changent d'un pays à l'autre sur les compétences que peuvent avoir les communes et intercommunalités en thématique de gestion des déchets ou de prévention, de réduction, prévention des déchets. Donc, ce serait moins pertinent. On n'a pas l'expertise pour adresser une autre réalité réglementaire. Quelle est la part de microplastique entre le réseau EU et EP? Je ne sais pas. J'avoue que je ne peux pas répondre à cette question. Et de même pour celle sur les conduites PVC d'eau potable, parce que les scientifiques sont encore en train en fait, de travailler sur l'origine des microplastiques qu'ils ont, enfin la corrélation entre les microplastiques récupérés et les sources de pollution. Donc j'avoue que je ne peux pas encore répondre à ces questions-là. Alors, merci Martin pour toutes les réponses apportées. Je peux peut-être ajouter un complément pour la dernière question sur le cas d'une éventuelle exposition aux particules plastiques de l'eau potable qui circulent dans des conduites en PVC. Alors, la nouvelle réglementation européenne sur les matériaux en contact avec l'eau potable, justement, implique, enfin, étudie ce côté éventuellement toxique des particules plastiques pour l'eau destinée à consommation humaine. Pour le moment, il n'y a pas eu de retour négatif sur ce point-là. Il faudrait voir aussi vers d'autres pays européens qui ont peut-être d'autres résultats à donner, mais au niveau du territoire français, il n'y a pas eu de résultats sensibles publiés dernièrement sur un nombre très important ou même un nombre identifiable de microplastiques ou nanoplastiques véhiculés dans le réseau d'eau potable par les conduites en PVC. Donc, on vous remercie pour vos questions, vos nombreuses questions. Merci Martin du coup pour ton intervention. Et puis on va passer du coup à David Bourcard de la société H2OP pour la suite du webinaire. Donc je te laisse prendre le contrôle David et bonne présentation. Oui, merci Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Donc David Bourcard, je fais partie de l'équipe H2OP. Donc nous sommes une petite structure strasbourgeoise. Nous avons décidé de nous attaquer justement à la problématique de la pollution plastique dans les cours d'eau qui, comme on vient de le redire, finit dans la mer. Alors, on est parti d'un constat qui est maintenant connu de tous. On a environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés dans les océans chaque année. Et on sait que 80% de ces déchets proviennent des rivières et des terres. Comme le disait Martin tout à l'heure, on se retrouve avec différents types de déchets, du micro, du nano et du macroplastique. C'est au problème des macroplastiques en particulier qu'on a décidé de s'attaquer, puisque on se retrouve face à une problématique de préservation de l'environnement, de préservation de la santé. Il y a une étude toute récente qui vient de démontrer la présence de nanoparticules plastiques dans les poumons. Je crois que c'est sorti cette semaine. Et puis une problématique de recyclage un peu plus optimisé, puisqu'on sait que lorsqu'un déchet plastique atteint l'océan, il a déjà été attaqué par les UV, notamment par les phénomènes de frottement et d'usure.
et qu'une fois arrivé dans les océans et encore soumis à l'action du sel, il devient irrécupérable. Alors aujourd'hui, on est face à un manque de solutions existantes. On a principalement des actions citoyennes ponctuelles qui sont organisées de ci, de là, qui malheureusement ne permettent pas d'avoir un impact significatif, même si elles ont évidemment toute raison d'être. On a des systèmes comme les filets dont on parlait tout à l'heure, qui permettent de limiter la présence de plastique au niveau des exutoires. Et il existe quelques solutions pour nettoyer les marinas et les ports. Mais au niveau des rivières et des fleuves, pas grand-chose ou rien du tout. Et en termes de contexte réglementaire, on a bien des textes qui sont présents, hein, qui indiquent que, notamment via le CGCT et le Code de l'environnement, que les gestionnaires et propriétaires de cours d'eau sont censés assurer l'entretien des cours d'eau, mais ce n'est pas très précis au niveau des déchets, et on remarque un manque global d'action de ce côté-là, d'action concrète. Et c'est sur ce constat-là que nous, on a décidé de se mobiliser pour... Excuse-moi, David, oui, je te coupe. Est-ce que tu peux juste prendre le contrôle pour faire défiler les diapositives avec le petit bouton prendre le contrôle? Ah, parce que vous ne voyez prendre le contrôle. Parce que moi, je les vois défiler chez moi. Voilà. Voilà, merci. C'est bon? Oui, je te Ok. laisse les faire défiler. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Donc, nous avons décidé d'essayer d'apporter une solution adaptée à la situation. Et le constat, pour nous, c'était clair, il fallait agir en amont des océans, en amont des embouchures, et donc dans les rivières et dans les fleuves. Puisque, voilà, comme le précisait aussi Martin tout à l'heure, la dégradation des plastiques commence avant les océans, commence en amont des océans. Et pour proposer une solution, on a imaginé un collecteur des déchets spécialisé dans la capture des déchets aquatiques, qu'on a appelé la baleine des rivières, le river whale, parce qu'il est doté d'un système de fanons que vous voyez sur l'écran, qui permet non seulement donc le système permet non seulement de capter les déchets qui flottent, mais aussi les déchets qui sont entre deux eaux, et il y en a beaucoup, des bâches plastiques, des sacs plastiques notamment, qui sont gorgés d'eau et qui sont entre deux eaux, qu'on arrive à attraper avec ce système de fanons qui rappelle un petit peu le principe de filtration de la baleine. Et dans notre cahier des charges, on avait aussi la volonté de respecter un esprit d'éco-conception de bout en bout, de proposer quelque chose qui soit low-tech par opposition à tout le high-tech qu'on peut voir de ci, de là, mais parce qu'on a trouvé qu'il y avait une solution simple à la réponse à la problématique de la pollution, qu'on pouvait faire simple et donc low-tech. Et en faisant du low-tech, on assurait une simplicité de déploiement de dispositifs à grande échelle. Et en marge parallèlement à ce système de collecteurs de déchets, on a identifié un besoin pour les collectivités de bénéficier d'une offre de services complète et d'intervention sur mesure, puisque avoir des collecteurs, c'est bien, encore faut-il pouvoir les exploiter. Et c'est ce que nous proposons aussi de faire, comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Quelques infos concernant le river whale. Donc, c'est la première solution autonome de collecte de déchets aquatiques qui est déployable à grande échelle. Alors, on parle souvent de robots. Alors, un petit peu à tort dans notre cas. C'est un robot, oui et non, dans le sens où c'est un dispositif qui est complètement autonome et qui ne nécessite aucun pilotage. Donc, ce n'est pas un robot, c'est un système passif qu'on va venir fixer en bordure de rivière, sur les berges, de part et d'autre des berges, qu'on va déployer en réseau, de manière à assurer la capture de 80-90% des macroplastiques, des macrodéchets qui circulent sur les cours d'eau entre un point A et un point B.
Et donc, ce système est autonome dans la mesure où, quand il est fixé, il n'utilise que la force du courant pour collecter les déchets. Hein. Il va faire office d'embâcle artificiel. Il est autonome parce que, en dehors de l'opération de collecte manuelle des déchets qu'on va venir faire très régulièrement, il n'a pas besoin d'autres interventions humaines. Il est opérationnel 24 heures sur 24. Quand on sait que les déchets ne circulent pas que le jour, mais aussi la nuit, c'est un avantage non négligeable. Donc il est simple, il est éco-conçu, il est recyclable, il est constitué de PEHD qui est partiellement recyclé, donc polyéthylène haute densité, hein, qui est une matière extrêmement résistante, avec une durée de vie d'une vingtaine d'années au minimum, et qui est entièrement recyclable ensuite. Voilà, et cette solution a d'ailleurs été labellisée par la Fondation Solar Impulse l'an dernier. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier la pollution de la rivière, du secteur à protéger, de déployer un réseau de collecteurs, peu importe le nombre de collecteurs, le but étant de capturer 80-90% de ce qui circule sur le secteur à protéger, pour arriver finalement à avoir des rivières propres, avant que les déchets n'arrivent sur les océans. Ah, faut que je clique là-dessus. Voilà, avec comme ambition, et comme possibilité, et comme potentiel, un maillage territorial. Alors, si on parle juste de la France, parce qu'évidemment, on voudrait aussi proposer notre solution à l'étranger, on a vocation à s'établir en agence régionale pour pouvoir rayonner depuis les plus grandes métropoles et les cours d'eau les plus impactés par la pollution, pouvoir rayonner ensuite sur des municipalités, des communautés de communes, confrontées aussi aux problèmes de pollution de plastique. Et de cette manière, on aimerait couvrir le territoire national au fur et à mesure, commencer par les plus grandes métropoles et ensuite descendre par granularité sur les plus petits cours d'eau et avoir un maillage territorial qui permette une captation significative de ce qui circule sur les cours d'eau. Et alors, qu'est-ce qu'on propose et à qui ? On identifie deux catégories d'organismes qui pourraient être intéressés, donc les collectivités et en général les gestionnaires de cours d'eau d'un côté, et puis les acteurs privés qui travaillent déjà dans la capture et le recyclage des déchets de l'autre. Ce qu'on propose, c'est soit un collecteur qui est associé à toute la gamme de services que nous proposons, que je vous détaillerai un petit peu après, soit une location de collecteurs. On a par exemple une communauté de communes en Normandie qui voudrait juste un collecteur pour traiter une problématique sur un bras de cours d'eau bien particulier et qui prendrait à sa charge elle-même l'exploitation de cet unique collecteur. Et dans ce cas-là, on partirait sur une proposition de location. Et puis pour les acteurs privés, nous pourrions tout simplement occuper une place qui est aujourd'hui vacante, c'est celle d'éboueur des rivières. Aujourd'hui, personne ne fait ce métier. On pourrait aussi imaginer des partenariats avec les professionnels du traitement des déchets pour prendre en charge cette partie de la pollution qui aujourd'hui n'est pas prise en charge. En termes de démarche, qu'est-ce qu'on propose ? Finalement, c'est une prise en charge de bout en bout de la problématique. Hein. On va d'abord étudier la pollution de la rivière, la circulation des déchets, déterminer quel est le meilleur maillage de collecteurs Riverwell qu'on pourrait mettre en place. On propose de s'occuper de l'installation de ces collecteurs, de venir collecter manuellement les déchets, 1, 2, 3 fois par semaine en fonction du volume à traiter. Pourquoi fréquemment ? Parce que plus le déchet reste dans l'eau, plus il est soumis à des risques de dégradation et moins il est recyclable. Le but, c'est qu'en fin de parcours, on arrive à éviter autant que possible l'enfouissement ou l'incinération, qui sont les filières ultimes et sans doute les moins joyeuses pour les déchets plastiques. Donc, une fois qu'on a collecté ces déchets, on va s'occuper de leur tri, de leur pesée, pour avoir aussi des données statistiques sur la provenance et la typologie. Et une fois ces déchets proprement triés, on va pouvoir les orienter vers les meilleures filières de valorisation et de recyclage. Donc voilà, donc en plus de la solution technique, effectivement, on propose de s'occuper entièrement de la capture et du pré-traitement des déchets jusqu'à leur entrée dans les filières de recyclage.
On a mené aussi une étude sur des barrages hydroélectriques en Turquie au mois de septembre dernier pour démontrer qu'on était capable de venir en amont des ouvrages hydroélectriques par le biais d'une chaîne de collecteurs qui sont interconnectés, qui viendraient remplacer la zone, enfin qui viendraient dégager la zone d'accumulation des déchets en retenant les déchets en amont. Avec l'intérêt que ça a de limiter les risques de perte de charge sur les turbines, des risques d'arrêt d'exploitation pour les nettoyages des déchets qui s'accumulent devant les grilles. Et on a aussi des risques d'endommagement des grilles de protection et des turbines qui seraient évités ou amoindris par une captation, un blocage des déchets en amont des ouvrages. Donc les rivières, mais les ouvrages hydroélectriques aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, H2O a démontré déjà l'efficacité de son concept. On a fait un test de 2 mois sur les cours d'eau strasbourgeois en hiver, par fort débit sur le cours d'eau de Lille. Et on a capté sur le premier mois plus de 130 kg de déchets ménagers plastiques avec un seul collecteur dans une zone relativement calme. Et donc, en plus, en période hivernale, donc avec moins de fréquentation touristique et de fréquentation de loisirs, 130 kilos sur quelques collectes, ça semble pas être une quantité immense, mais en termes d'objets légers, de petits objets, ça représente un nombre assez impressionnant de déchets unitaires. Et on va récupérer du sac plastique, du bidon métal, de la canette, du verre, de l'aluminium. On va aussi, par le principe du corps flottant du River Whale, être capable d'arrêter tout ce qui est paille, mégots de cigarettes. Donc on reste dans du petit macro-déchet, avec un système d'accumulation et de rétention qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc les solutions existent. En tout cas, nous proposons quelque chose de concret, de facile à mettre en œuvre. Alors c'est pas un robot, donc c'est beaucoup moins cher qu'un robot. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est mettre en place des associations d'intérêt commun qui nous permettraient de passer en phase d'industrialisation. C'est-à-dire que si on arrive à rassembler suffisamment de velléité d'agir, on serait capable à ce moment-là de concrétiser l'industrialisation de la production de ces collecteurs. Et ça nous donnerait une arme au moins pour protéger les rivières et en tirer tous les bénéfices que ça représenterait. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, David. Du coup, je laisse la parole à Laurence Rosifini, puisqu'elle avait une question pour toi. Donc, Laurence, tu peux y aller. Oui, bonjour. En fait, j'ai plusieurs questions en fin de compte. Je voulais savoir, je comprends que le développement est en... Vous êtes encore sur les phases de test, c'est bien ça? Ça a coupé, mais je pense que j'ai quand même compris la question. Alors oui, on n'est plus en phase de test. Aujourd'hui, on cherche des partenaires privés ou publics pour financer l'industrialisation de la fabrication des River Whale. Mais la phase de test, elle est terminée, elle est démontrée. On a utilisé pour ça un prototype à l'échelle 1. Donc, pour vous donner une idée de l'échelle, on ne parle pas de petits dispositifs, ça fait quand même plus de 5,50 m une fois que les bras sont positionnés à l'ouverture souhaitée. Donc on a fait un prototype en bois, alors ce qui n'est pas idéal du point de vue écologique puisque ça nécessite la pose de beaucoup de vernis, c'est pour ça qu'on part sur un produit final en PEHD. Et pour le produire, on a besoin de fabriquer des moules puisque ça sera un processus de rotomoulage assuré par un partenaire français avec qui on a déjà établi des liens étroits, un partenaire situé dans le département du Doubs qui fabriquerait ces collecteurs. Donc la phase de test est terminée, on est en TRL 7 comme on dit, donc prototype testé en conditions réelles, et maintenant on cherche vraiment à commercialiser notre offre, à nous faire connaître et à développer des partenariats pour pouvoir financer le développement. D'accord. Et en termes de taille, ça peut aller sur n'importe quel cours d'eau, quelle que soit sa taille? Alors,
Pas quelle que soit sa taille, disons que déjà, première chose, on va installer les collecteurs. Donc déjà, ils sont lestés au fond par un système de plots en béton. On ne vient rien installer de manière définitive. Ils sont repositionnables et de toute façon, ils restent en bordure du chenal de navigation et ils sont dûment signalés par une balise, une bouée jaune. Donc, si on a un petit cours d'eau qui fait 6 mètres d'envergure, enfin 6 mètres de large, et qui n'est pas utilisé par de quelconques embarcations, on pourrait très bien venir bloquer les déchets sur ce cours d'eau-là. Sur les rivières un peu plus grands ou sur les fleuves, on va rester en bordure. On part du principe que les déchets, de toute façon, font un circuit qui présente beaucoup de courbes et qu'en positionnant les collecteurs aux endroits appropriés, on viendra à un moment, à un autre, arrêter les déchets. Mais grosso modo, sur n'importe quel type de cours d'eau, on est capable de venir les positionner. Ouais. Et est-ce qu'il y a un débit maximal? Alors, le débit maximum n'est pas connu. Ce qu'on est capable de dire, c'est que ça fonctionne sur un cours d'eau à fort débit comme l'Isle, donc qui vient irriguer les environs de Strasbourg au mois d'hiver, donc en période de forte charge. Le dispositif a très très bien tenu le coup. On ne prétend pas venir résister à des crues décennales, mais en tout cas, on vient adapter le lestage au débit du fleuve ou du cours d'eau qu'on vient traiter. Donc évidemment, on va éviter des zones à fort risque de crue. On va venir, pas forcément aux embouchures, mais déjà bien en amont, hein, puisque l'objectif, c'est d'avoir un maillage en amont pour qu'une fois qu'on arrive sur les embouchures, les estuaires, etc., le problème ait déjà été traité. C'est ça le principe. Merci David. Laurence, tu avais encore des questions ou c'est bon pour toi? C'est bon, merci. Merci à vous. Du coup, je passe la parole à monsieur ou madame Tisserand, je ne sais pas, puisqu'il y a eu un commentaire dans la conversation, donc je pense que ce serait pas mal aussi d'en discuter. Bonjour, Je vous entends. d'accord. Bonjour, donc Carole Tisserand du syndicat de Rivière, situé à la Comcom de Longuillon, dans le nord du département Meurthe-et-Moselle. Voilà, j'avais une réflexion parce que c'est vrai que moi, cette problématique déchets, ça nous impacte beaucoup sur les rivières. Et le souci, c'est que bien souvent, ces déchets-là, comme ils proviennent, comme vous l'avez dit, des déversoirs d'orage, d'assainissement et également aussi de berges qui, à l'époque, étaient utilisées comme des décharges sauvages. Donc, à chaque fois qu'elles s'érodent, ça relargue une certaine quantité de déchets. Alors, notre souci, nous, en tant que GEMAPien, on a quand même des financements assez limités. Et ce que je trouverais intéressant, mais c'est toujours compliqué, c'est de travailler avec les services assainissement, les services ordures ménagères, enfin les services collecte, puisque déjà, l'origine de ces déchets ne proviennent pas de la rivière en soi, et c'est vrai que ça aurait un certain coût, parce qu'il y a la pose de cet équipement, l'entretien, le passage 2 fois par semaine, pardon. Et je sais qu'avant, ayant travaillé au service assainissement, il était déjà question de ces problématiques-là, puisque les déversoirs d'orage impactent non seulement érodent beaucoup les berges, et relarguent beaucoup de déchets de voirie également. Et je sais qu'il y avait certaines problématiques entre certains maires d'une commune et de l'autre, où certains récupéraient les déchets de la commune, de la commune en amont. Mmh. Bien que là, il était difficile de trouver un accord pour dire si on pose des filets, voilà, qui les pose le service assainissement, mais qui les entretient? Est-ce que ce n'est pas au service voirie aussi de participer? Et il y a ce problème-là que, une fois que le déchet est parti, personne ne s'en soucie. Et je trouverais intéressant vraiment que ce ne soit pas que la compétence, la collectivité qui a la compétence cours d'eau qui agisse, mais vraiment les différents services liés à cette problématique déchets. Parce que les financements, on ne les trouve pas comme ça et c'est toujours le nerf de la guerre, quoi. Absolument, et c'est une problématique qu'on a rencontrée sur Strasbourg. Sur Strasbourg, on avait 6 gestionnaires de cours d'eau à mettre autour de la table. On avait la DDT, on avait VNF, le port autonome de Strasbourg, la région, le département. Et effectivement,
C'est pas évident de trouver déjà un consensus. Et puis, c'est une problématique de savoir qui va supporter la charge budgétaire. Alors, on peut imaginer qu'on mette en place un groupement d'intérêts, entre guillemets, pour traiter ce problème-là et que l'on partage les frais qui en découlent. Mais c'est vrai que le fait de se dire, de toute façon, le déchet qui est chez moi aujourd'hui, ben, demain, il sera sur la commune d'après, donc c'est plus mon problème. Voilà, on se retrouve avec des communes qui, effectivement, font des actions, mais qui travaillent pour les autres. Et toute la problématique, c'est de mobiliser tous les interlocuteurs et tous les décideurs et tous les gestionnaires de cours d'eau sur un secteur donné pour que tout ce monde-là travaille main dans la main et décide de prendre en charge le problème. Mais c'est vraiment une difficulté parce que la prise de conscience, elle est là, vous en êtes un exemple. Le problème, c'est comment faire suivre les actions derrière. Et là, on est face à une problématique de volonté politique parfois. C'est pas évident à mettre en œuvre, je suis bien d'accord avec vous. Et j'avais une autre question, c'est plus au niveau, donc le positionnement de, donc c'est pas des robots, mais c'est le positionnement de ces engins dans la rivière, en fait. Est-ce qu'au niveau service OFB, enfin DDT, ça pose pas de soucis par rapport Non, c'est pas considéré comme des embarcations. D'ailleurs, il y avait aussi une question de Monsieur Vanier. C'est pas considéré comme une embarcation et ce n'est pas un ouvrage fixe non plus. Donc la seule contrainte réglementaire que nous ayons, c'est évidemment de le positionner en dehors du chenal de navigation, ce qui n'est pas un souci quand on a un cours d'eau assez large, puisque dans le pire des cas, on prend 5,5 mètres sur la berge. Et puis on a une signalisation par bouée jaune qui correspond à la réglementation fluviale. D'accord. Oui, puis pour les problématiques piscicoles, fédération de pêche, tout ça, ça ne coince pas non plus? Ah non, alors pas du tout. Et juste pour information, l'espacement qu'on a entre les fanons, on s'est calqué sur ce qui existe sur les passes à poissons, sur les ouvrages hydroélectriques ou sur les écluses, justement pour être certain de ne représenter aucun risque pour la faune. Et de toute façon, aucun poisson viendra se noyer volontairement dans un amas de déchets, puisque de toute façon, il navigue bien aujourd'hui dans les racines. Et puis nos 2 mois d'essai nous ont permis de constater qu'on n'avait absolument aucun problème de ce côté-là. D'accord. Et juste un petit point pour un peu rebondir sur l'assainissement. C'est vrai qu'après, je ne sais pas, c'est pas hors sujet, mais la problématique lingette, je pense que ces problèmes de lingettes qui bouchent aussi énormément les réseaux d'assainissement provoquent des relargages énormes. Donc, en plus des déchets indirectement qu'elles relarguent, c'est vrai que ces lingettes-là, on les retrouve nous, sur des kilomètres et des kilomètres sur les cours d'eau, en chapelet. Et c'est vrai que là-dessus, ça n'avance pas au niveau de la législation. Celles-là, on va venir les récupérer, nous. Enfin, genre, la solution techniquement va permettre de les récupérer, hein, puisque par le biais de la circulation, elles flottent pas complètement. Sauf si elles sont coincées au fond, là, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais à partir du moment où elles sont vraiment entre deux eaux, là, on est capable de les arrêter. Et c'est vrai que les lingettes, les masques, tout ça, en ce moment, ça représente une part non négligeable de ce qui circule. Merci beaucoup, Madame Tisserand, pour vos nombreuses questions et votre intervention, surtout au niveau de l'assainissement. Il y avait aussi une question de Philippe Ricourt. David, pour toi. Oui, qu'en est-il de la REP? Rappelez-moi ce qu'est la REP. Excusez-moi, j'ai pas toujours tous les acronymes en tête. Oui, moi non plus. Du coup, je laisse. Je vais laisser la parole à Philippe Ricourt. Il faut juste le temps que je lui donne la main. Responsabilité élargie du producteur. Alors, c'est pas quelque chose qui me parle forcément. Vous parlez du producteur de déchets ou du producteur de solutions? Alors, Philippe, je t'ai laissé la possibilité de prendre le micro, si tu veux. Oui, bonjour à tous. Philippe Ricourt de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc, moi, je suis référent substance, innovation et cité sol pollué. Donc, en fait, effectivement, la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur au niveau de la mise sur le marché en fait, des plastiques. En fait. Hein, c'est l'éco-contribution qu'on paye sur certains,
par exemple sur les téléviseurs. Donc là, en tout cas, il y a l'association Amorce, hein, j'ai mis un lien, Ah oui. qui en fait militait dans ce sens-là. Alors après, je ne sais pas exactement l'étendue de ce que ça pourrait couvrir, parce que ce que j'en sais, c'est plutôt focalisé déchets pour le traitement du déchet. Est-ce que ça concerne aussi la partie collecte qui nous intéresse là par rapport à votre présentation? Ça, je ne saurais dire, mais c'est peut-être, en tout cas, il y a des choses qui, dans le cadre notamment de l'économie circulaire qui est amenée à se développer. Puis ça va faire aussi le lien avec la prochaine présentation. Il y a peut-être des choses qui vont bouger dans ce sens-là. Après, voilà, c'est le type d'association Amorce aussi œuvre, en tout cas, essaye de pousser dans cette direction-là. Il y a eux et peut-être d'autres structures. Merci Philippe du coup pour ton complément. Et ben merci David pour ta présentation. Merci à tous Merci pour à vos vous. questions. Du coup, je vais laisser la main à Isabelle Gérent pour Green City Organisation. Isabelle? Oui, bonjour. Super, bonjour à toi. Je te laisse faire ta présentation, merci. Bonjour, et bien donc je suis Isabelle Gérante, je suis la fondatrice et présidente de Green City Organisation. Donc 2 mots sur notre start-up. Nous sommes avant tout une start-up à impact. On s'est fixé, mes associés et moi, comme raison d'être de léguer aux générations futures des océans préservés. Et oui, nous sommes effectivement basés à Marseille et on a particulièrement à cœur de préserver la Méditerranée et les océans de façon générale. Nous sommes avant tout un bureau d'études et notre mission est de concevoir des dispositifs de veille et de protection de la mer. Et je vais d'ailleurs vous présenter le premier d'entre eux qui s'appelle donc le système D-Rain. Notre ambition est d'ici 5 ans de récupérer l'équivalent de ce que rejette un pays comme la France en Méditerranée, soit 11 000 tonnes de déchets par an. Notre start-up a démarré il y a maintenant un peu plus de 2 ans et au cours de ces 2 premières années, nous avons consolidé notre socle. On a notamment breveté notre solution qui est désormais protégée à l'international. Nous sommes une jeune entreprise innovante. Nous avons obtenu ce label de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche car nous avons à cœur de développer d'autres innovations dans le futur que nous espérons breveter avec le dépôt d'un brevet par an dans les 3 prochaines années, toujours en lien avec la protection de la mer et des milieux aquatiques. Nous avons été, au cours de ces 2 premières années d'activité, accompagnés par des accélérateurs de start-up, Incoplex Sud, l'accélérateur Solutions Climat de la métropole Cannes-Pays de l'Airain, le programme d'accompagnement Les Ambitieuses Tech for Good. Et nous sommes également membres de plusieurs pôles de compétitivité. Nous avons obtenu des soutiens financiers de la part de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, de la région Sud, de Total Énergie, de BPI France et du réseau Entreprendre Provence. Et enfin, notre solution a remporté plusieurs concours, le dernier en date étant les trophées Innovation Océan, délivrés par la Banque Populaire Grand Ouest. Et donc, pour revenir très spécifiquement à la partie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir notre système D-Rain, il provient donc d'un constat, je vais aller vite puisque David et le représentant de Tara Océan on a parlé. On sait effectivement aujourd'hui que 80% de la pollution marine provient de la Terre. Et il s'avère qu'en Méditerranée, c'est même le chiffre de 90% qui circule aujourd'hui auprès de la communauté scientifique. Et les dirigeants de Green City, il s'avère qu'on est tous des scaphandriers professionnels, donc on connaît particulièrement bien le problème de la pollution marine, en particulier à Marseille. Et on constate ce problème à chacune de nos immersions. Et ce qu'on constate, nous, en particulier, c'est que la pollution marine provient notamment des villes littorales qui vont rejeter directement à la mer et sans traitement les eaux de pluie qui sont chargées en déchets, donc via ce qu'on appelle les exutoires, ce dont on a parlé tout à l'heure.
lors des épisodes pluvieux importants. Et c'est donc bien là que l'on a décidé d'agir avec une solution de type filet qui a comme principal avantage de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va permettre de capter des déchets de type macro-déchets supérieurs à 5 mm, sachant qu'on va pouvoir capter effectivement du mégot de cigarette aux macro-déchets plus importants. La particularité de notre solution, c'est la raison pour laquelle elle est innovante, c'est que, à la différence des solutions qui sont existantes, notre dispositif est bien plus qu'un simple filet que l'on pose sur un exutoire, puisque il est équipé, ce dispositif, il comporte plusieurs composants. Un filet qui va pouvoir collecter les déchets, c'est l'équivalent du sac aspirateur pour un aspirateur. Mais l'innovation réside dans la pièce intermédiaire entre le filet et l'exutoire. Cette pièce intermédiaire, c'est une pièce qui est donc aujourd'hui brevetée, qui est métallique et qui va permettre de fixer le filet à l'exutoire avec comme principale fonctionnalité, c'est qu'elle va garantir de ne jamais remettre en charge le réseau, quand bien même le filet est plein. Ça, c'est une contrainte qui est majeure pour les gestionnaires de réseau et c'est la raison pour laquelle on a inventé cette solution. C'est que, notamment, si les expérimentations de filets ne se sont pas développées, c'est notamment pour ce risque, à cause de ce risque majeur d'inondation en amont lorsque le filet est plein. Donc, cette pièce métallique, comme vous pouvez le voir sur la slide au niveau ici, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, on le voit bien, Isabelle. D'accord. Donc, comme vous le voyez ici, en fait, dès que le filet est plein, eh bien, ce qu'on appelle la collerette, donc cette pièce métallique, va libérer le trop plein d'eau, même si le filet est donc plein. Donc ça, c'est la première innovation majeure de notre solution. Et enfin, la maintenance du dispositif est facilitée puisqu'on a également travaillé sur la partie filet et on peut, qui offre aujourd'hui la possibilité de pouvoir larguer les déchets lorsque le filet est plein dans la benne de façon rapide et automatique en s'inspirant en fait des filets, des chaluts de pêche. La deuxième innovation de notre solution, c'est qu'en fait, le dispositif est intelligent. On l'a effectivement équipé de capteurs, ce qui va notamment permettre de nous alerter lorsque le filet est plein et qu'il faut intervenir pour le vider. Et ça, l'intérêt, c'est que, bien entendu, contrairement à un filet classique posé sur un exutoire, on n'a plus besoin de mettre en place des tournées d'inspection visuelle pour vérifier l'état de remplissage du filet et déterminer la date à laquelle il va falloir intervenir pour le vider. Donc, on reçoit directement cette information sur notre ordinateur et sur notre smartphone. Et le monitoring en temps réel, on l'a poussé beaucoup plus loin, puisque on s'est dit que quitte à ajouter une brique numérique sur notre solution, on pouvait également proposer de collecter des données. Et finalement, on va pouvoir ainsi transformer l'exutoire en une véritable station de mesure de la qualité de l'eau, puisque la collerette, on va pouvoir, un espace a été réservé au niveau de cette collerette pour pouvoir l'équiper de tout un tas de capteurs, température, salinité, turbidité, taux d'oxygène dans l'eau, etc., etc. Donc, au-delà du fait de pouvoir capter des macrodéchets, on a aussi, grâce à ce système, la possibilité de collecter des données, et ce, en temps réel ou en temps quasi réel. Il faut retenir que notre solution, c'est un dispositif avant tout qui est sur mesure et qui peut du coup s'adapter à tout type d'exutoire, qu'il soit terrestre, immergé ou semi-immergé, de toutes les formes, de type buse, d'halo, également des oueds, puisque notamment au Maghreb, puisque c'est un marché qui nous intéresse, il y en a énormément. Vous avez des exemples sur la gauche de la slide de dispositifs qu'on a pu concevoir effectivement sur mesure.
Enfin, notre particularité, c'est que notre dispositif, il est garanti par une note de calcul. Alors, cette note de calcul, en fait, elle est issue d'une étude qu'on fait au préalable de la réalisation de notre dispositif. Ça va permettre, en fait, de prendre en compte toutes les particularités et contraintes du site que l'on a à équiper. Et notamment, ça va permettre de réaliser une analyse multicritère qui va prendre en compte des données techniques liées notamment à la métrologie de l'ouvrage, la pente, la dimension, les matériaux qui ont été utilisés pour le construire. On prend en compte des données d'environnement. Alors, c'est la pluviométrie. Si on est sur des communes littorales, bien entendu, la houle, les marées. Mais si on s'adresse à une ville qui dispose d'exutoires sur une rivière, bien entendu, on tient compte effectivement des phénomènes de courant qui peuvent impacter sur le site. On prend en compte des données logistiques et notamment la capacité de levage des engins qui seront utilisés pour pouvoir faire la relève des filets et leur vidage. L'accessibilité également, on en tient compte. C'est le cas effectivement dans des ports au droit de l'exutoire, mais également ça peut être le cas pour des rivières pour ne pas gêner la circulation d'éventuels bateaux. Et enfin, on tient compte également et on identifie les différentes filières de traitement possibles de ces déchets. Un dernier point, c'est l'intégration, bon, j'en ai un petit peu parlé, l'intégration dans l'espace portuaire ou urbain. On va effectivement déterminer quelle est la taille optimum de filet à utiliser pour faire en sorte que le système puisse s'adapter aux usages du site et que son volume s'adapte également aux usages du site. Donc tout ça va permettre, toutes ces investigations vont permettre en fait de réaliser une note de calcul qui va garantir l'optimisation du fonctionnement du système. Et donc ça, c'est bien entendu une étape préalable à la mise en place de notre solution. Alors aujourd'hui, où on en est, nous, on a mis en place notre démonstrateur, entre guillemets, qui est en fait notre vitrine technologique dans le vieux port de Marseille. On a effectivement équipé le plus gros, ou en tout cas l'un des plus gros exutoires de France, puisqu'il fait 4 mètres par 3 et qu'il est par ailleurs sous-marin. On l'a équipé de filets, de 3 filets d'ailleurs, pour une capacité de rétention de 10 mètres cubes. Et juste pour vous donner une idée de l'importance du dispositif, la collerette, donc la pièce métallique, fait 1,7 tonne. Donc c'est aujourd'hui, on est aujourd'hui en phase de commercialisation de notre solution. Notre vitrine, on l'a mise en place au mois de décembre de cette année, et donc maintenant on commercialise notre système. Notre objectif, j'y reviens, c'est qu'on est aujourd'hui, on souhaite aujourd'hui intervenir pour permettre aux villes et aux métropoles d'être plus résilientes. Notre proposition de valeur, c'est la maîtrise de la pollution issue de l'activité urbaine pour la préservation des milieux aquatiques grâce à un coût de collecte optimisé. Voilà, ce que je vous propose, c'est de répondre maintenant à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Isabelle pour ta super présentation. Alors je vais juste garder le privilège d'avoir la parole en premier. J'ai une question concernant l'entretien du coup du dispositif, que ce soit de la collerette ou des filets. Est-ce que tu as des réponses à apporter par rapport à ça, s'il te plaît? Alors, la collerette en elle-même, elle est garantie 30 ans. Elle nécessite aucun entretien. C'est l'avantage d'utiliser notamment des pièces métalliques. Et on a l'habitude de les utiliser, puisque comme je l'ai dit, on est scaphandrier professionnel et on connaît bien le problème du vieillissement du métal, que ce soit en milieu salé ou en milieu aquatique de façon générale.
La deuxième question, c'était concernant les filets. Bah, alors, par contre, les filets, il faut les changer généralement tous les 2-3 ans, on va dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, super. Du coup, dans la conversation, il y a aussi une question de Sébastien Vanier. Depuis l'installation des leuvages. Alors, peut-être que tu as compris la question, mais pas moi, donc je te laisse Alors, répondre. en fait, oui, puisqu'on a installé notre démonstrateur c'était le 14 décembre. On n'a pas encore eu, on est sur Marseille, on n'a pas encore eu l'occasion de relever les filets, tout simplement parce que, évidemment, c'est un dispositif qui est météo dépendant. On a par contre il y a eu un épisode pluvieux important au mois de janvier à Marseille qui a fait qu'effectivement les filets se sont remplis à moitié. Mais pour l'instant, on ne les a pas levés puisqu'on attend la prochaine pluie. Sachant que, comme on est allé voir, on peut dire d'ores et déjà qu'on a récupéré énormément de déchets domestiques, notamment du plastique en très très grand nombre, mais aussi des lingettes, puisqu'on est là sur un exutoire du réseau unitaire. Alors, il s'agit d'un exutoire en lien avec un déversoir d'orage. C'est sur du réseau unitaire. Merci. Quelle est la part des déchets verts? Alors, là où on est situé, on est en plein cœur du centre-ville de Marseille. Et donc, il y en a une fraction minime. Maintenant, effectivement, tout dépend de ce qu'il y a dans le bassin versant. Donc, il est clair que si on équipe des exutoires qui sont plutôt en quartier résidentiel, où il y a des jardins, il est clair que suivant la saison, on va effectivement récupérer dans nos filets, beaucoup plus de déchets de ce type-là. Et pour les perspectives d'autres sites équipés de ces filets intelligents, est-ce que Oui. tu peux nous en dire un peu plus aussi, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, on a un très gros projet dans le nord de la France et également plusieurs projets en Corse et sur la façade littorale méditerranéenne française. Vous en saurez plus dans les très prochaines semaines si vous nous suivez sur LinkedIn. Je peux pour l'instant pas vous en dire plus, mais en tout cas dans le nord de la France, sachez que ce sera sur un exutoire qui se déverse dans un cours d'eau. Quel est le coût de l'exploitation de ce type d'installation? Le coût d'exploitation de ce type d'installation. Alors, s'il s'agit du coût du dispositif, alors là, je vais vous faire une réponse qui va sûrement pas vous satisfaire, mais je peux pas c'est difficile de vous répondre parce que tout dépend de la taille de l'exutoire à équiper. Bien entendu que si on équipe une buse type buse Bonade d'1 mètre de diamètre ou le plus gros exutoire de France, bien entendu que ça va pas être le même prix, de même que la taille des filets peut conditionner également le prix de l'ensemble de la solution. On a l'habitude de dire que un dispositif tel que le nôtre, il coûte entre, la fourchette est large, 5 000 et 50 000 euros. Et est-ce que sur les endroits où le filet a été mis en place, est-ce qu'il y a eu des accompagnements, des subventions, des aides par les communes qui ont décidé de mettre en place ces filets? Oui. Alors, pour ce qui est de Marseille, on a effectivement été accompagné par l'agence de l'eau, Rhône Méditerranée Corse. Et il y a également, au niveau de la Corse, la possibilité notamment de faire appel à l'Office de l'environnement de la Corse. Et dans le nord de la France, également, le dossier est dans les mains de l'agence de l'eau de ce territoire. Merci beaucoup. Merci Isabelle pour ta présentation. Merci pour vos questions. Du coup, on va passer à la présentation de Earthwake avec François Danel. François, je vous laisse
connecter votre micro et caméra et prendre, voilà, très bien, la main. Il manque juste le micro et la caméra. Ok. Vous m'entendez? On vous entend, on vous voit pas, mais comme vous le souhaitez. Non, c'est que voilà. Super, c'est parfait. Bah, je vous Bonjour. laisse dérouler votre présentation. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis François Danel, le directeur général de Earthwake Entreprise, qui est une entreprise qu'on a constituée avec mon collègue Samuel Le Bihan il y a 2 ans et qui est l'évolution d'une démarche qu'on avait initiée sous forme associative, notamment dans les Alpes-Maritimes. Je trouve ça hyper intéressant d'intervenir après mes collègues. Et ce qui me frappe, moi, c'est de Riverway à Tara, c'est la vision commune de ce diagnostic qui est qu'il faut agir sur Terre, parce qu'une fois que le plastique est en mer, c'est extrêmement compliqué de le traiter, de le collecter. Et donc, toutes les initiatives d'avant sur l'amont, la rétention des plastiques dans les rivières, dans les fleuves, avant que ça rejoigne nos océans, on partage ce diagnostic et c'est vraiment là qu'il faut agir. Et notamment, il faut agir sur ces chiffres qui sont super mauvais, avec, ça varie, mais environ, il n'y a que 16%. En France, il y en a un petit peu plus des plastiques qui sont recyclés. Et nous, on a été frappés avec Samuel Le Bihan, parce qu'on vient de l'humanitaire, par le dégât des déchets plastiques dans les pays en développement, qui sont loin d'avoir les équipements dont on dispose dans les pays en développé. Et notre idée, c'était il faut donner de la valeur à ce déchet plastique pour qu'il soit collecté et qu'ainsi ne rejoigne pas rivières et océans. Et donc, on a rencontré le garçon que vous voyez sur la droite, qui s'appelle Christopher Kos, dans les Alpes-Maritimes, qui avait mis au moins un premier équipement de pyrolyse des déchets plastiques. On a décidé de le soutenir, c'était en 2015-2016, et on a élaboré différentes générations de prototypes de pyrolyse. On a nommé cet équipement de pyrolyse la Chrysalis. Vous avez là sur la photo l'équipement qui est développé aujourd'hui sur notre site industriel dans le Vaucluse. C'est-à-dire qu'on a commencé par des petits équipements, et notamment en 2020, on a fait une démonstration, vous avez peut-être vu une vidéo qui a tourné sur TF1 d'un équipement batch de 40 kg de déchets plastiques. Et l'équipement que vous avez en photo là, il est sur une capacité d'environ 300 kg de polyéthylène, polypropylène transformable en environ 300 litres de carburant, dont l'essentiel est du diesel. Et l'ambition, c'est vraiment de dépolluer la planète, de créer des opportunités économiques et sociales, et en même temps de répondre à des besoins d'énergie, notamment dans les pays en développement ou dans les territoires insulaires. Avec un équipement qui a plusieurs avantages, qui a un bon rendement, premièrement. Deuxièmement, qui est autonome en énergie, puisqu'on arrive à récupérer le gaz de pyrolyse pour la chauffe de la machine. Il est mobile, puisqu'il est logé en conteneur. Et il est relativement économique par rapport à d'énormes sites industriels. Le concept de la Chrysalis, c'est d'aller vers le déchet dans des zones terrestres ou de récupérer ce que mes collègues là auront collecté issu des fleuves. Et on verra qu'on a une position un peu singulière dans le monde du recyclage chimique aujourd'hui. On a développé un certain nombre de brevets autour de cette technologie. Je ne pense pas que ça vaille le coup de s'appesantir là-dessus, mais il y a de la techno quand même autour de ce savoir de la pyrolyse qui est connu depuis longtemps, mais qu'on a décliné de façon astucieuse, et puis qu'on a testé, puisque dans notre laboratoire des Alpes-Maritimes, on a, grâce à une chrysalise de petite taille, on a produit du carburant, on a produit du diesel de plastique, on a mélangé ce diesel de plastique avec du diesel standard, et on fait fonctionner depuis plusieurs mois des camions de benne à ordures de la communauté de communes Alpes d'Azur. Il y a 2 ou 3 camions qui fonctionnent avec du mélange de diesel de plastique et de diesel standard. Et là, c'est le pompiste Samuel Le Bihan qui est à la manœuvre.
Au cours de ces années, on a développé tout un système d'experts. Je pense notamment aux gens, à l'entreprise de certification SGS qui fait nos analyses de carburant, à un partenaire industriel qui est SBM Offshore, à l'éco-organisme Citeo qui joue un rôle important sur la situation des emballages, et puis à l'ADEME. On a communiqué sur ce projet, notamment autour de ces camions qui fonctionnent avec du diesel de plastique. Et ce qui, je pense, qui a frappé les esprits, c'est le fait que autour de cette techno, il y avait une application très concrète, notamment pour des communes. Et du coup, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand je pourrai échanger avec vous. Donc, l'unité de production Chrysalis sur laquelle on est en train de finaliser sur notre site du Vaucluse, c'est ce que vous avez devant les yeux. Donc, c'est 4 conteneurs de 20 pieds qui vont d'un conteneur numéro 1 là, de broyage. Ensuite, il y a le conteneur de pyrolyse. Ensuite, il y a le conteneur qui permet de stocker le gaz et de le restituer. Enfin, il y a un conteneur de stockage et de distribution du carburant diesel, notamment. L'ensemble fait une emprise au sol d'environ 600 mètres carrés, pour vous donner un ordre de grandeur. Les rendements de l'équipement, ils sont assez intéressants. On en parlait tout à l'heure. C'est que quand on met 100 kg de polyéthylène ou polypropylène, j'insiste sur ces deux typologies de plastique, puisque c'est à l'exclusion des autres typologies de plastique qui, pour plusieurs raisons, ne sont pas compatibles avec la technologie de la pyrolyse. Mais ce qui est important à savoir, c'est que si on reprend l'exemple de ce qu'on va retrouver dans vos filets de rétention dans les fleuves, je pense que si on faisait une analyse de ces déchets, on va retrouver plus de 50% qui seront des déchets de type polyéthylène et polypropylène, et notamment tout ce qui est films plastiques qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles à recycler dans la filière de recyclage mécanique et de recyclage matière. C'est là que la technologie de la pyrolyse est utile parce qu'elle permet de donner de la valeur à ces plastiques qui sont difficiles à recycler mécaniquement. Donc, quand on met 100 kg de polyéthylène polypropylène, on obtient en poids 65% de diesel, 15% d'essence, 15% de gaz qu'on récupère. Et puis enfin, il y a un déchet ultime de résidus carbonés qui est l'output final du processus. Donc, pour une communauté de communes, pour une collectivité territoriale d'une manière générale, l'expérience Earthwake, je l'ai appelée comme ça parce que c'est plus qu'un équipement qui vise à avoir une rentabilité. Ça peut être un outil qui va permettre de valoriser les déchets sur place, de générer du diesel plus propre. Le terme est peut-être un peu provocateur, mais en tout cas, dans la manière de produire ce diesel, il va être plus vertueux que du diesel fossile, puisqu'on a fait une analyse de cycle de vie qui montre qu'on émet 75% de moins de gaz à effet de serre que du diesel fossile. Ça permettra aussi de créer des emplois, de communiquer autour des enjeux environnementaux, et puis d'élaborer des voies de rentabilisation de ce type d'équipement qui ne sont pas si faciles que ça à rentabiliser, mais peut-être qu'on peut les considérer aussi comme des outils un peu de service public et pas uniquement comme une machine à gagner de l'argent. Donc, valoriser, je détaille juste ces points-là pour vous dire que valoriser les déchets in situ, c'est super important, qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de la technologie du recyclage chimique avec les gros de la pétrochimie qui font des gros sites industriels en région parisienne ou peut-être à Marseille, mais que pour bien couvrir le territoire, on va avoir besoin d'unités mobiles de recyclage chimique pour traiter ces plastiques qui sont difficiles à recycler. Et pour des élus, pour des collectivités, de pouvoir montrer aux citoyens qu'on est sur place et qu'on trouve des solutions d'économie circulaire, ça a de la valeur en soi. Sur le carburant qui émet moins de gaz à effet de serre que du carburant fossile, je le disais à l'instant, on a fait cette analyse de cycle de vie en lien avec un cabinet, c'est un cabinet spécialisé qui a fait ça. Donc, je sais qu'aujourd'hui, le carburant de type diesel, il a mauvaise presse, qu'il va être progressivement éliminé, mais on risque d'en avoir besoin encore, en tout cas sur le territoire français, pour des engins de chantier, pour des camions, pour des engins de levage. Ça va être difficile de passer à l'électrique immédiatement. Et ce type de carburant pourrait servir à ça ou des engins agricoles.
Ce projet, il prévoit de créer directement 2 emplois qui seraient les 2 opérateurs de la machine. Et on pourrait profiter de ce dispositif pour créer des emplois d'insertion, parce que un des 2 emplois ne nécessite pas de qualification extrêmement forte. Et puis, je le disais tout à l'heure, cet instrument, cet équipement, ce véhicule peut être un objet de communication vis-à-vis des citoyens pour leur montrer qu'il existe des solutions, que le déchet plastique qui rejoint la mer, ce n'est pas une fatalité, qu'on peut trouver des manières de le valoriser et communiquer en local autour de cette thématique-là. En ce qui concerne la rentabilité économique, je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas forcément évidente. On a un équipement qui représente un investissement hors taxe autour de 400 000 euros. Le levier de rentabilité, ça va être les aides ou les économies générées par le fait qu'on ne va pas en enfouissement, on ne va pas en incinération, il y a peu de transport puisqu'on est en local. On va économiser sur des achats de carburant pour des engins de la commune, mais malgré ça, ce n'est pas facile à rentabiliser. Donc l'idée, c'est pour les communes qui vont faire le choix d'investir dans cet équipement, c'est de travailler en amont avec nous à comment cet équipement pourrait être rentabilisé avec l'activation de différents leviers. Alors la progression de la TGAP pourra être un de ces leviers, puisque la progression est prévue dans les années qui viennent, elle est assez forte, et ça pourrait être une manière d'économiser sur cet axe. Mais il y a quand même du travail pour rentabiliser le coût de cet équipement. Voilà, j'ai terminé la présentation. J'ai peut-être été un peu rapide, mais pour ne pas vous ennuyer, puisque je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière présentation. Mais ça pourrait être aussi assez vivant de répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, François, pour ta belle présentation. Alors, on a plusieurs questions qui ont été posées via l'onglet conversation. D'accord. Alors, la première, je pense que ça concerne ta technologie. Est-ce que elle est envisagée, enfin, son installation est-elle envisagée dans des pays d'Afrique de l'Ouest? Oui, c'est en pensant à l'Afrique de l'Ouest qu'on a conçu cet équipement, parce qu'on avait été tellement frappé avec Samuel Le Bihan dans nos déplacements en Haïti, au Soudan ou en Éthiopie par l'envahissement des déchets plastiques, notamment pour les populations les plus vulnérables. Et c'est en pensant à ces pays qu'on a élaboré cette solution. Le souci auquel on est confronté quand même, c'est que on imaginait quelque chose qui soit plus low-tech au démarrage de notre aventure. Et la réalité nous a un peu rattrapés, c'est-à-dire que quand on manipule du gaz, de l'essence, du diesel, et qu'on veut en même temps assurer la sécurité des opérateurs, eh ben on est obligé d'introduire de la technologie, on est obligé d'introduire de l'automatisme, et du coup, ça renchérit les coûts beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé au départ. Donc, ça reste une techno qui va être adaptée pour les pays en développement qui ont besoin d'accès à l'énergie, qui sont envahis 10 fois plus que nous par les déchets plastiques, mais il faudra trouver des solutions de financement pour soutenir les communautés qui vont vouloir accéder à cette technologie. Oui, oui, je te rejoins tout à fait. Et du coup, par rapport à la technologie de valorisation du carbone issu de la pétrochimie, donc dans les plastiques, et du coup la transformation en carburant, est-ce que cette technologie, elle est déjà installée sur des territoires insulaires, des territoires d'outre-mer ou qui connaissent en fait, de par leur géographie, une limitation, une contrainte de l'espace utile pour stocker en fait les déchets plastiques sur leur territoire? Nous, aujourd'hui, je n'ai pas tellement parlé de notre évolution. On a déjà des clients, on a déjà vendu la machine et on est en train de finaliser les tests et de la faire certifier. Donc, on a encore quelques mois de boulot pour arriver à cette échéance. Et là, par exemple, on est en contact assez avancé avec La Réunion, avec des partenaires, avec un des territoires de La Réunion. Parce que comme tu le dis,
tous les territoires insulaires, et en particulier les territoires insulaires français, sont confrontés au double défi de la saturation des sites d'enfouissement. Martinique a des aberrations. Les producteurs de bananes, ils doivent renvoyer par conteneur tous leurs emballages des régimes de bananes, et même pas pour les valoriser, pour les incinérer en métropole. Et en même temps, ces îles, elles importent des hydrocarbures. Alors nous, on ne va pas résoudre tout le problème des importations d'hydrocarbures, mais ça pourrait permettre de contribuer à résoudre un peu ces deux aberrations de déchets qui repartent en conteneur et parallèlement d'hydrocarbures qui sont importés. Donc c'est vraiment une solution qui est super bien taillée pour les îles, et on a hâte d'expérimenter ça à La Réunion, à la Martinique ou dans d'autres îles françaises. D'accord, merci. Merci pour ton complément. Il y a 2 autres questions. Alors Isabelle, qui a fait la présentation du filet d'Erein, juste avant, demande quel est le prix du carburant en sortie de procédé? Le coût de revient, tu veux dire le coût de revient du carburant, il va se situer autour de 90 centimes, 1 euro, on va dire. Et donc il y a un gros enjeu que certains vont peut-être dans l'auditoire poser, c'est la question de est-ce que sur un carburant synthétique comme ça qui apporte une solution aux déchets plastiques, est-ce que l'État va nous imposer la fameuse TICPE? Et si l'État impose à la collectivité investisseuse du projet une TICPE, la rentabilité, elle est encore plus difficile à opérer. Mmh. Et là, j'avoue que je n'ai pas été voir Bruno Le Maire pour négocier en direct avec lui, et que ça va être difficile parce que dès qu'on touche par nature à quelque chose qui est un hydrocarbure, d'échapper à la taxe, ça va être super difficile. Oui, je comprends. Et alors je crois qu'il y a une main levée de Vincent Hézin. Vincent, tu as la parole si tu veux. Oui, merci. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner un peu de complément d'information sur les contraintes amont au procédé, notamment au niveau du tri, sur les types de plastique, etc. Et les éventuels impacts économiques de cette étape-là, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Je ne peux pas y répondre avec 100% de certitude aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, dans notre site, on fait des essais. On prend, par exemple, on est dans une région vinicole, donc on prend des fûts de vin vides, broyés. On prend du plastique agricole qui a un petit peu de terre. On prend des bouchons de bouteilles donc en PP. On prend de la bâche de plastique, de film de palette, des choses comme ça. On a testé également des balles issues des centres de tri. Et c'est vrai que dans les balles de PE ou de PP issues de centres de tri, la qualité du tri, même si les machines ont énormément progressé, on a des mélanges qui sont encore un peu sales et encore un peu hétérogènes, et qui peuvent poser des problèmes de qualité de pyrolyse. Donc, notre idée, elle est d'y aller par graduation, en passant des plastiques les plus homogènes, peut-être en partie post-industriels, et ensuite en allant progressivement vers des plastiques post-consommateurs, quitte peut-être à passer par des étapes de retri ou de relavage, mais qui vont gréver aussi les coûts en amont de traitement du plastique. Je suis d'accord qu'il y a un sujet là-dessus. Merci. Merci Vincent. Du coup, je pense que ça rejoint aussi la question qu'avait posée Philippe Ricourt dans l'onglet conversation. Et tu as encore des questions? Alors, peut-être sur le volume max de carburant produit sur un mois, mais surtout, est-ce que tu as une idée du ratio volume de plastique pyrolysé sur volume de carburant extrait? Oui. Bon, en gros, quand on va mettre 300 kilos de déchets plastiques par jour, ce qui est l'objectif qu'on s'est fixé pour cet équipement qu'on est en train d'élaborer dans le Vaucluse, avec 300 kilos de déchets plastiques, on obtiendra autour de 240 litres de diesel ou 250 litres de diesel. Et qui sera du diesel qui sera soit valorisable directement dans des moteurs simples de type groupe électrogène pour produire de l'électricité. Et ce qui est intéressant dans la production d'électricité, c'est que ça pourrait permettre d'échapper à la fameuse TICPE, puisque le diesel produit ne serait on va dire, une énergie intermédiaire visant à produire de l'électricité. Elle ne serait pas dans le circuit des hydrocarbures, elle ne serait pas distribuée en tant que telle, et on pourrait ainsi échapper à la TICPE et alimenter une école,
un centre sportif ou remettre l'électricité sur le réseau. Et donc, 300 kilos de plastique aujourd'hui, ils vont en enfouissement parce que les bâches, on ne sait pas quoi en faire, qui se transforment en une énergie valorisable. Et ben, ça a de la valeur, en particulier à un moment où on vit une vraie crise énergétique, quoi. Oui, tout à fait. Et enfin, la dernière question, est-ce que ce dispositif, il est déjà mis en place à l'étranger? Non, mais il va l'être parce que, dans 2 de nos clients, il y en a c'est un qui est un gros groupe, international qui veut l'installer en Amérique latine et l'autre, c'est une très belle histoire d'économie circulaire puisque c'est un projet qui est financé par le Fonds français, pour l'environnement mondial et pour, l'île de Kerkena en Tunisie. Dans cette île, les pêcheurs utilisent des nasses en plastique et ils laissent les nasses au fond de l'eau quand elles sont abîmées. Et l'idée, c'est de les inciter à sortir ces nasses de l'eau, à les transformer en carburant pour leurs bateaux de pêche et ainsi être dans une boucle vertueuse. Donc on a hâte de faire fonctionner ce projet en Tunisie et de pouvoir communiquer là-dessus et faire des feedbacks. Merci beaucoup, François, pour ton intervention et les réponses que tu as apportées aux questions posées. Je t'en prie. Du coup, donc on va conclure ce webinaire. Alors, ce webinaire a présenté à l'ensemble des collectivités et des offreurs de solutions aussi autres que les intervenants ici présents, des solutions et des initiatives pour réduire, limiter l'introduction de plastique dans la ressource en eau. Et on a pu voir qu'on pouvait actionner plusieurs leviers pour justement favoriser cette lutte contre la pollution plastique. Donc à l'échelle des collectivités, ça passe par de la sensibilisation auprès de la population, via des affiches de tri, via des nudges, via des accompagnements par des collectivités qui rejoindraient la charte fleuve sans plastique. Des journées aussi de mobilisation avec des opérations de nettoyage spécifiques des berges, par exemple. Des ateliers aussi à destination de concitoyens. Donc là, on n'a pas donné cet exemple-là aujourd'hui dans le webinaire, mais il faut savoir que des ateliers de fabrication de produits ménagers ou de cosmétiques sont de plus en plus déployés à l'échelle des collectivités pour encourager les concitoyens à justement contrôler la qualité des produits qu'ils utilisent et à limiter les déchets qu'ils vont émettre. Et enfin, il y a plusieurs axes, plusieurs pistes de déploiement de solutions à l'échelle des collectivités, soit par des filets de rétention intelligents, comme on l'a vu avec la solution D-Rain de Isabelle Gérente, soit par des dispositifs passifs et autonomes, nettoyeurs, épurateurs de cours d'eau, qui vont justement conduire ces plastiques de l'espace terrestre jusqu'à l'espace maritime, avec justement la solution River Whale de H2OP. Et aussi, donc dernièrement, on a abordé tout ce qui était valorisation des plastiques, notamment en les transformant en ressources énergétiques, avec production de carburant. Donc voilà, toutes ces solutions et tout le déroulé de ce webinaire a permis de générer diverses perspectives, notamment de mettre en place des échanges donc futurs sur le lancement d'opérations collectives pour réduire l'intrant de plastique dans l'eau, notamment en Grand Est, mais aussi sur tout le territoire national. Donc ça passera par des collectivités volontaires, notamment par exemple celles qui ont répondu à l'enquête du début de ce webinaire, les 64 collectivités, ou aussi les collectivités aujourd'hui présentes et participantes à ce webinaire, de pouvoir aussi recueillir, recenser les problématiques auxquelles elles sont confrontées, leurs attentes, et peut-être de mettre en perspective les différentes solutions présentées aujourd'hui ou d'autres solutions qui pourraient être déployées à l'échelle de leur territoire. D'envisager de conduire des ateliers de sensibilisation et de bonnes pratiques avec ces collectivités, ce réseau de collectivités volontaires. Et aussi, comme l'avait bien mis en avant la Fondation Tara avec la présentation de Martin Alessandrini, de faire un partage des retours d'expérience de collectivités pionnières sur ce sujet de pollution plastique de la ressource en eau.
Donc, pour finir par quelques mots, donc, je voudrais remercier donc, chaleureusement les intervenants qui ont fait leur présentation aujourd'hui auprès des différents participants, des présentations qui rendent un service pour l'environnement et du coup pour l'humanité, pour le futur de notre planète et nos futures générations. Je voulais aussi remercier tous les participants qui étaient nombreux, à savoir des collectivités, des établissements publics d'État, aussi des offreurs de solutions, mais aussi des universitaires. Et remercier aussi sincèrement l'Agence de l'eau pour nous avoir financé cette mission de sensibilisation auprès des collectivités sur la pollution plastique au niveau de la ressource en eau et les différents leviers qu'on peut actionner à l'échelle locale pour justement préserver cette ressource qui se fait de plus en plus rare actuellement. Voilà, merci à tous et un replay va être généré et vous sera retransmis et aussi diffusé sur le site web d'Hydreos. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.